This meeting is being recorded. Bonjour à tous, mon nom est Christine Balaguet, je suis la fondatrice du réseau de recherche Good in Tech et j'ai le plaisir de vous accueillir donc ce soir pour un webinaire autour de ChatGPT. Nous avons eu beaucoup d'inscrits qui vont arriver petit à petit dans le webinaire. On a plus de 100 inscrits à ce webinaire, donc merci d'avoir répondu nombreux à ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Good in Tech, Good in Tech est un réseau de recherche que nous avons créé en 2019 qui repose sur un partenariat entre l'Institut Mines-Télécom, qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs, et Sciences Po. Et nous travaillons sur deux axes principaux de recherche. Le premier axe porte sur data, algorithmes et société. Et bien sûr, ChatGPT et l'IA générative fait partie de ce premier axe de recherche. Et un deuxième axe sur Corporate Digital Responsibility. Je vous invite à aller voir sur notre site tous les travaux que nous faisons. Alors, ce soir, nous avons un webinaire dédié à ChatGPT. ChatGPT, c'est un chatbot conversationnel qui a été créé par OpenAI, qui est une société fondée par Elon Musk en 2015. Et ChatGPT, dans sa version, donc, a été lancé en novembre 2022 et depuis a généré de nombreux débats, de nombreuses expérimentations et de nombreuses controverses. Alors, ChatGPT, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ces trois lettres, GPT, Generative Pre-trained Transformer, qui est la technologie qui aujourd'hui est même GPT-4, qui repose sur des modèles d'intelligence artificielle que l'on appelle des Large Language Models, qui sont capables de comprendre des questions d'utilisateurs à travers de ce que l'on appelle des prompts et d'y répondre avec un langage qui sera et qui est déjà très proche des humains. Donc, cette technologie a généré beaucoup de débats encore une fois, parce qu'elle présente un certain nombre d'opportunités, de menaces. Et ce soir, nous souhaitons aborder ce sujet avec un angle un peu spécifique, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation de cette technologie et beaucoup de choses ont déjà été dites sur ChatGPT. Mais ce qui nous intéresse en particulier dans ce webinaire, c'est de confronter une vision très pratique de la part d'acteurs sur le marché et puis une vision de chercheurs un peu plus théorique au travers des travaux que nous allons vous montrer. Donc, on essaie de sortir un peu des discours généraux pour regarder la pratique et de se faire une idée au travers de ces pratiques confrontées à la théorie. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir trois intervenants. Je serai la quatrième intervenante de cette session. Ces intervenants sont tous très liés au réseau Good in Tech puisque nous avons deux de nos partenaires industriels de ce programme avec Régis Déhou, qui est directeur conseil innovation et transformation chez CGI, qui interviendra en premier. Nous avons également le plaisir d'accueillir Ilyas Benrian, qui est manager Data Science Lead Generative AI chez Artefact, qui nous parlera de Generative AI in Real Life. Nous avons le plaisir d'accueillir ou de réaccueillir Jean-Marie John Matthews, qui connaît très bien Good in Tech, puisqu'il a été chercheur dans le réseau durant sa thèse, qui aujourd'hui est cofondateur de Giscard et chercheur associé du LITEM à l'Université Paris-Saclay, qui va nous parler d'évaluation des Large Language Models. Et puis, je terminerai par une intervention sur ChatGPT du point de vue des chercheurs, un travail que nous avons mené tout à fait récemment. Alors, pour les participants à ce webinaire, dont vous avez possibilité de poser des questions au travers de l'onglet Q&A ou bien vous les posez directement dans le chat nous aurons l'occasion d'avoir 5 minutes de questions-réponses après chaque intervenant. Chaque intervention durera 15 minutes plus 5 minutes d'échange avec les participants à ce webinaire. Et enfin, à la fin des 4 interventions, nous aurons encore du temps pour rediscuter de ce sujet avant de conclure ce webinaire.
Donc, je passe tout de suite la parole à Régis Desvaux, que je remercie vraiment pour son intervention qui s'annonce très riche aujourd'hui. Et donc, Régis, the floor is yours, comme on dit. Merci Christine, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter mon point de vue de ChatGPT en pratique. Donc, c'est mon retour d'expérience. J'insiste là-dessus, ce ne sont pas des retours d'expérience des clients de CGI, parce qu'on travaille aussi avec ChatGPT et les API ChatGPT chez nos clients. Mon objectif, c'est de vous présenter l'évaluation de la menace, en tout cas mon point de vue, vu l'utilisation que j'ai en tant qu'utilisateur classique, en tant que first adopter aussi de ChatGPT, puis aussi l'utilisation que j'ai fait de ChatGPT un petit peu à la limite pour pouvoir tester et prouver les limites de ChatGPT. Alors, pourquoi se poser la question de la menace? D'abord, dans un premier temps, on est tous convaincus de l'utilité, je pense, de ChatGPT. C'est pour ça que ChatGPT fait un petit peu le buzz aujourd'hui dans l'actualité. Les usages se multiplient, mais nous entendons régulièrement dans les médias et autour de nous des rumeurs de menaces, en tout cas le sentiment de menace. Donc, j'ai voulu vérifier à travers différents sondages si la menace elle était fondée. Donc, j'ai trouvé quelques chiffres. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est intéressant de savoir que 53% des Français, on va dire moyens, considèrent que ChatGPT peut être une menace, mais ils ne l'ont pas forcément utilisé. Et que dans le monde de la tech, parmi les Français, nous avons 31% des Français qui considèrent que ça peut devenir une menace. On entend aussi dans les médias une surmédiatisation des méfiances à travers différentes élites. Nous avons bien sûr les décideurs, donc là c'est un autre sondage, c'est un sondage de OnePoll. En gros, nous avons la moitié des décideurs IT qui considèrent que ChatGPT pourrait être une source d'attaque, de cyberattaque d'ici un an. Donc la menace semble plutôt concrète. Ce sont des décideurs IT, ce sont des gens avertis. Et nous avons des personnes illustres comme Geoffrey Hinton, que je ne présente pas, qui est à l'origine du concept du ChatGPT, Elon Musk aussi, qui considère que c'est une menace, et récemment Joe Biden aussi, qui considère que ChatGPT peut être une menace. Nous avons en Europe, plus près de nous, une interdiction d'utiliser ChatGPT en Italie. Voilà, donc est-ce que c'est fondé? Donc généralement, on peut considérer que la menace, elle est plutôt en lien avec la sécurité, ça va être le point de vue que je vais apporter ce soir, l'éthique et aussi dans le monde de l'éducation. Donc, du point de vue de la sécurité, on peut considérer que ça peut être une menace. En théorie, il existe des garde-fous développés par OpenAI pour éviter que ça devienne une menace. En théorie, on est obligé d'utiliser ChatGPT pour des activités légales. La sécurité des données, en tout cas, est assurée. On a une protection de la vie privée. On reçoit des messages si on enfreint ces principes. Dans la réalité, donc du coup, j'ai voulu tester les limites de ChatGPT et je me suis rendu compte qu'il était assez facile finalement de pouvoir outrepasser ces garde-fous. On peut troper l'intention que l'on a lorsqu'on veut manipuler des données pour pouvoir enfreindre la sécurité. On peut procéder aussi par étapes. En procédant étape par étape, on arrive finalement à masquer, on va dire, son objectif. Et puis, si on est démasqué par ChatGPT, on a la possibilité de vider la conversation et de réinitialiser quelque part son intention et de redémarrer de zéro. Il existe aussi, on va dire, des formules magiques qu'on appelle le DAN, le Do Anything Now. Donc, ce sont en fait du texte en fait, que l'on peut copier-coller sur Internet, qu'on peut trouver dans les forums, pour pouvoir demander à ChatGPT de pouvoir agir sans limite, sans les limites de moralité, sans les limites de légalité et de sécurité, de confidentialité. Donc, ça marche. Bien sûr, OpenAI met à jour ChatGPT chaque fois régulièrement pour éviter que le DAN devienne une faille de ChatGPT. Donc, il suffit de retrouver dans les forums Reddit ou GitHub la nouvelle version du DAN pour pouvoir contrevenir et réaliser des exploits de sécurité. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser un système de points de vie, c'est-à-dire qu'on va faire croire à ChatGPT qu'il est limité en points de vie et que chaque fois qu'il nous donne une réponse qui ne nous convient pas, il perd des points de vie. Donc, ChatGPT, un petit peu acculé, va essayer de pouvoir nous satisfaire et du coup va tenir des propos qui vont immoraux ou accepter de nous donner des informations pour enfreindre la sécurité.
Donc, ce qui est formidable, j'ai envie de dire, hein, enfin, j'ironise bien sûr, hein, c'est que ChatGPT, bien sûr, est un assistant et va nous guider, nous permettre d'apprendre à exploiter les failles de sécurité. Il va nous donner des conseils éventuellement. Et puis, ce qui est formidable aussi, c'est que ChatGPT a la possibilité de travailler dans n'importe quel langage informatique. Donc, il va nous générer du code pour faciliter les attaques. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous donner des exemples. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous montrer comment on fait. Mais ça, je l'ai testé et ça marche. Et voilà concrètement ce que j'ai essayé de faire. Donc, il y a le phishing, hein, donc l'hameçonnage. Donc, c'est assez facile hein, de nous générer un modèle de mail avec ChatGPT. Il va nous donner même des conseils, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu habile. Là, je vais demander, par exemple, pour pouvoir me prévenir du phishing, euh, je dois faire attention à quoi? Donne-moi des conseils. Quelles sont les pratiques les plus courantes du phishing? Donc, du coup, je n'ai plus qu'à suivre en fait les consignes que me donne ChatGPT. Il peut même m'aider à récupérer des adresses mail, par exemple, dans des forums. C'est-à-dire qu'il m'a donné des consignes, il m'a développé du code que je peux installer, par exemple, dans Chrome pour récupérer en automatique les adresses mail dans les forums, ainsi des utilisateurs. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas testé, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais ça marche, c'est logique. On peut aussi être conseillé pour faire des attaques brute force avec ChatGPT. Donc, il va nous générer du code. Hein. Donc là, bien sûr, il faut utiliser le DAN parce qu'il y a quand même des freins. Et il va nous aiguiller vers des bases de données de mots de passe que l'on peut récupérer sur Internet pour faire les attaques brute force. Il peut nous conseiller aussi pour pouvoir détecter les vulnérabilités. Il va nous conseiller sur des outils pour pouvoir automatiser la détection de vulnérabilités. Il va nous générer des exemples de code, comme de l'injection SQL, par exemple. Voilà, bon, je ne veux pas être trop technique. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que de point de vue de la sécurité, la menace, elle existe. ChatGPT peut être un vrai facilitateur, un vrai accélérateur. Au niveau de l'éthique, ChatGPT, par défaut, a des garde-fous qui nous permettent d'avoir des réponses bienveillantes. Ceci dit, il est possible, en utilisant encore une fois le DAN, de pouvoir exploiter en fait les biais que l'on retrouve dans la base d'entraînement. C'est-à-dire que la base d'entraînement, par défaut, elle est biaisée et peut être discriminatoire. Donc, si je lui demande de raconter une blague immorale, par défaut, vous voyez les messages qui m'affichent. Mais si j'utilise le DAN, il va me donner une réponse qui va être totalement différente et je vais pouvoir exploiter ces failles. Ça veut dire que si on prend l'habitude de travailler en mode DAN, on risque d'avoir des résultats très biaisés. Et voilà, il faut vraiment respecter les consignes d'OpenAI. Ne faites pas de comme moi, hein, c'était juste pour tester les limites de ChatGPT. Enfin, pour l'éducation, dans le domaine de l'éducation, on entend souvent parler, effectivement, c'est un vrai problème parce que les étudiants peuvent tricher, on va dire, et utiliser ChatGPT pour créer leur mémoire. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Donc il existe encore une fois des garde-fous. Le premier garde-fou, c'est que ChatGPT manque de conviction, il va donner des réponses générales. Il ne va pas citer ses sources d'information, on est limité par la longueur, la base d'entraînement est limitée à septembre 2021. Mais en fait, il est très facile de contourner ces limites-là, puisqu'aujourd'hui, ChatGPT, dans la version 4, offre la possibilité d'utiliser des plugins. Et ces plugins permettent de pouvoir accéder à Internet, donc à des informations actuelles, de lire des PDF, et les plugins se multiplient. Voilà, ce sont juste des exemples. Donc ça, c'est à suivre. Et le nombre de plugins évolue assez rapidement. Donc là, j'avais réalisé des recherches avec pour des clients du domaine de l'éducation pour savoir s'il était possible de pouvoir détecter du ChatGPT. Donc voilà le résultat de mes recherches que j'ai actualisé il y a 2 jours. Je n'avais pas autant de solutions la dernière fois que j'ai fait ces recherches, il y a un peu plus d'1 mois, et je n'avais pas les mêmes résultats. Alors j'imagine qu'effectivement, il y a une course. C'est-à-dire qu'il y a une course aux évolutions pour pouvoir améliorer la détection de ChatGPT. Et là, sur les 10 solutions que j'ai identifiées pour détecter ChatGPT, il n'y en a qu'une qui a marché, c'est le draft and goal. Les autres vont me donner soit du faux positif ou du faux négatif systématiquement, ou parfois un petit peu aléatoirement. Voilà, donc là, ce qu'il y a de curieux aussi, c'est qu'il y a 1 mois, ce n'était pas la même solution qui était fiable. Donc ça évolue, je suppose, suite aux évolutions de ChatGPT. Ce qui est curieux, c'est que la version d'OpenAI, ChatGPT Detector, n'a pas été capable de détecter que j'avais utilisé ChatGPT, puisqu'il m'a donné un score de 0%.
Bon, je pense qu'il y a une mise à jour et un décalage suite aux dernières versions. Voilà, donc là j'arrive à la fin de ma présentation, donc, qui est très pratique, hein, bien sûr. Donc, bien sûr, ce sont juste des exemples, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je pense que comme tout le monde, j'utilise ChatGPT de façon raisonnable. J'utilise ChatGPT pour réaliser des articles ou pour pouvoir faire des synthèses, des analyses de documents ou de textes. Mais ma conclusion, c'est que ChatGPT, enfin, de mon point de vue, est une vraie menace. C'est assez facile de monter en compétence lorsqu'on a des mauvaises intentions grâce ou à cause de ChatGPT, et qu'il y a une vraie course à la sécurité, à sécuriser, et aussi une course de l'autre côté, du côté de la fraude, à pouvoir détecter des failles en fait de ChatGPT. Ce qui est important de retenir aussi, c'est la fragilité des garde-fous d'OpenAI qui, malgré tout, en fait, n'arrivent pas à sécuriser leur outil ChatGPT. Et que, effectivement, la conclusion, c'est qu'on a besoin de régulation, de positionnement, de prise de positionnement là-dessus pour pouvoir éviter qu'on ait un usage négatif de l'IA, parce que l'IA reste quand même quelque chose de formidable et je pense que ça a vraiment de la valeur pour l'être humain, quoi. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout. Merci Régis de cette présentation. Je ne sais pas si les participants peuvent prendre quelques minutes de questions sur ces aspects de menaces et de sécurité pour Régis. Est-ce que parmi les participants, certains d'entre vous ont des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat ni dans la partie Q&R, mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour Régis Déhoux. Pas de questions, donc pour l'instant, je me permets de t'en poser une, Régis. Du coup, Oui. on voit qu'effectivement, il y a une évolution régulière, hein, y compris des outils de détection. Et comment donc les entreprises peuvent-elles s'organiser pour suivre ces évolutions? Donc déjà, elles commencent je dirais, à réaliser toutes les opportunités, les menaces de ChatGPT, mais comment on peut suivre toutes ces évolutions aussi régulières? Alors justement, l'objectif initial de mes tests, aux limites, c'était de pouvoir alimenter un groupe de travail sur la sécurité que j'appartiens. Et l'objectif, c'était de rendre compte de cette innovation et puis de sensibiliser, de voir comment on pouvait rebondir et de s'aligner en fait sur le même niveau d'information par rapport au risque que pourrait générer ChatGPT. Et comme j'avais cité un sondage tout à l'heure au niveau des dirigeants, effectivement, les dirigeants de l'IT, donc ça va être des DSI par exemple, ils ont bien compris qu'il y avait un risque. Et c'est vrai que lorsqu'on suit les fils des groupes de travail sur la sécurité sur Internet, c'est un sujet qui est récurrent, quoi. Donc, il faut s'abonner effectivement on va dire à ces clubs de sécurité pour partager les risques. Il y a aussi la CNIL, je pense, qui pourrait être un bon acteur. Il me semble qu'il y a 4 plaintes qui ont été déposées sur ChatGPT. Donc, je n'ai pas lu les conclusions, je ne suis pas allé dans le détail, je ne suis pas allé analyser, mais récemment, il y avait au moins, en tout cas, 4 plaintes qui étaient portées sur ChatGPT. Donc là, je pense que la CNIL a un devoir aussi en tant qu'autorité sur l'IA de rendre compte un petit peu des risques. Et il faut que ces informations puissent être partagées. Donc, on peut imaginer que dans les entreprises, je ne sais pas, je ne vais pas parler à la place de la CNIL, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des relais, un petit peu comme dans le RGPD, qu'il y ait des relais pour pouvoir rendre compte des problématiques de sécurité ou de confidentialité. Ce qui est déconcertant, c'est que c'est vraiment très facile, et ça, j'insiste là-dessus, de pouvoir réaliser ces scripts pour récupérer des adresses mail sur des forums ou autres. Donc, je pense qu'il y a de l'éducation aussi. Donc, il y a de la prévention, il y a de l'éducation à faire auprès des informaticiens ou des utilisateurs du web pour qu'ils soient plus vigilants. Donc, il y a peut-être une campagne, en tout cas, c'était mon objectif aussi. Je ferai un webinar dans mon entreprise pour pouvoir sensibiliser là-dessus et avoir les bonnes pratiques en expliquant que maintenant, il faut faire attention avec ChatGPT. Merci beaucoup, Régis. Comme il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à l'intervention
d'Ilias qui donc va parler également du point de vue d'Artefact, hein, qui est également partenaire de Good in Tech. Donc Ilias, the floor is yours. Merci Christine. Bonsoir à tous. Donc, je vais continuer un peu dans les mêmes pas que Régis. Je vais commencer par un disclaimer pour dire que ça ne représente pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, n'est pas représentatif de nos clients chez Artefact. C'est vraiment ce que nous, les DS qui travaillons sur ce sujet-là, pensons de la technologie. Donc voilà, le but d'aujourd'hui, ça va être de vous donner quelques exemples de comment on utilise le Generative AI, notamment les large language models comme ChatGPT, en entreprise, quels sont les enjeux, les challenges auxquels il faut faire attention. Donc voilà. En termes d'agenda, donc aujourd'hui, on va commencer par une rétrospective que je vais parcourir très rapidement parce que j'imagine en fait que la plupart d'entre vous connaissent déjà ChatGPT, connaissent l'historique, etc. Dans un second temps, on va parler de comment le Generative AI impacte les opérations, donc de comment les entreprises utilisent le Generative AI, quels sont les impacts réglementaires, quels sont les impacts éthiques auxquels il faut penser, etc. Et à la fin, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, si je veux utiliser cette technologie, qu'est-ce que je fais? Donc voilà. Donc pour la rétrospective, très rapidement, je pense qu'on a tous été émerveillés par la vitesse par laquelle ChatGPT a été propagé un peu dans le monde. C'est l'un des produits digitaux qui s'est propagé le plus rapidement. Alors, je me rappelle, pendant février, il y avait 5 jours où on a eu 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Et ensuite, sur l'ensemble de février, on a eu 1 milliard de visiteurs. Et jusqu'à avril, 2 milliards d'utilisateurs. Donc voilà, on est vraiment sur une pente très surprenante. Je voulais juste attirer votre attention sur une chose. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Generative AI, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été, on va dire, inventé comme ça en une année. Donc, c'est un travail sur plusieurs années, c'est un travail de recherche scientifique. Mais ce qui a fait qu'on a eu cette disruption, si je peux me permettre le mot anglais, c'est surtout en fait l'interface. C'est surtout cette idée qu'ont eu OpenAI de faire une interface de chat où tout le monde peut discuter avec le modèle. Donc voilà, c'est un peu la même histoire que beaucoup de technologies qu'on avait vues par le passé, Internet, le smartphone, etc. Il y a eu toujours un acteur du marché qui a pensé à présenter ça d'une manière intuitive, visuelle et effortless. Donc voilà. Et il y a un point d'attention aujourd'hui, ce qu'on remarque chez les clients, c'est qu'ils ont tous ce sens de l'urgence. Je vais vous montrer quelques exemples de use case par la suite et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sens de l'urgence, un sens de disruption. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une technologie, si on ne la suit pas, on risque d'être dépassé. Donc, on risque d'être dépassé et il ne faut pas juste seulement la suivre aveuglement, il faut aussi penser à tous les enjeux. Donc voilà, donc, je vous fais pas toute la littérature scientifique jusqu'à l'arrivée à ChatGPT. Comme j'avais dit, c'est plusieurs étapes qui ont été franchies. Aujourd'hui, sur la scène, on voit beaucoup de large language models. Donc, il n'y a pas que ChatGPT. Il y a des modèles qui sont faits par Google, il y a des modèles qui sont faits par l'open source, par des organisations qui ressemblent un peu à OpenAI comme Anthropic. Donc voilà, donc ce qu'on voit, la tendance, c'est qu'au début, on a commencé pas mal avec du open source. Donc même OpenAI, Google, etc., ils open sourcé leurs modèles. Mais à partir d'un moment où ils ont atteint un seuil de performance, on a commencé à voir un peu plus le cloud source. Donc voilà, donc, ce qui est positif, c'est qu'il y a une communauté open source qui est très présente sur le domaine, donc qui fait avancer les choses et ça fait toujours plaisir quand on est développeur. Aujourd'hui, en termes d'acteurs, donc on a les acteurs classiques, donc les cloud providers qui vont quand même nous donner des tools d'infrastructure, de compute, de storage, parce que nous, en tant que développeurs, on ne va pas juste utiliser ChatGPT sur un site web, on va vouloir jouer avec, construire des choses avec, faire du prompt engineering,
faire du MLOps, etc. Donc, il y a des gens il y a les cloud providers en général qui travaillent sur cette infrastructure. Il y a des organisations, des centres de recherche qui travaillent vraiment sur la R&D des foundation models. Donc, les modèles de base, les large language models, on appelle ça les foundational models, parce qu'ils sont capables en fait d'avoir un certain savoir, si on peut dire, fondationnel, donc un certain savoir général. On retrouve aussi du tooling de l'orchestration. Donc, il y a aussi aujourd'hui Longshell, LlamaIndex, qui permettent de construire des choses beaucoup plus avancées sur la base de l'API de ChatGPT, par exemple. On a Dast, on a Guardrails, on a Mosaic qui pensent un peu à comment limiter, par exemple, les hallucinations ou les risques de sécurité, etc. Et on peut voir aussi qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de produits sur le marché. Tout le monde se lance sur le générative AI. Donc là, j'arrive à ma deuxième partie qui va être beaucoup plus concrète. Donc aujourd'hui, nous, chez Artefact, chez nos clients, ce qu'on observe, c'est qu'on a 97% de nos clients qui sont vraiment très intéressés par le générative AI. On a 36% avec lesquels on est on est en discussion pour lancer des projets et on a à peu près 11% qui sont en POC. Donc voilà, il y a un point très important aussi. Aujourd'hui, les entreprises, et c'est quelque chose de bien, elles mettent encore un frein à la main. C'est-à-dire, il y a encore un frein, OK, on veut faire des use cases, mais on veut faire ça in-house. On ne veut pas faire ça, on ne veut pas développer des outils qui vont être en facing client parce que, comme a montré Régis, il y a des vulnérabilités, il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne contrôle pas. Donc voilà, à l'instant, il y a beaucoup de clients chez nous qui sont en train de tester ça chez eux ou euh, sur des briques en fait qui vont aider leurs employés en interne, donc qui ne vont pas s'interfacer avec le client. Donc, en termes de use case, ce sur quoi on travaille aujourd'hui chez Artefact, on a 4 typologies de use case. On va avoir tout ce qui est exploration insight, donc tout ce qui est lié à la data. Donc, par exemple, tout ce qu'on appelle talk to your data. Donc, comment on fait en sorte que ChatGPT il se connecte à ma donnée, par exemple à mes tables, et au lieu d'arriver sur un dashboard chargé où je me retrouve perdu, j'arrive juste sur un dashboard où j'ai une text box et j'écris, par exemple, quels étaient mes sales hier ou combien de clients insatisfaits j'ai eu hier. Et là, le language model, il va lui-même query les données pour me faire une réponse. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau paradigme de pensée. Ça peut vraiment changer le métier de BI. Ce qu'on voit aussi en termes d'exploration insight sur cette partie data, il y a aussi tout un travail de structuration de la donnée. Je m'explique. Sur pas mal de missions, on va demander au client s'il a une donnée, par exemple pour faire un use case ML, pour entraîner un modèle, etc. Il va nous dire, oui, j'ai la donnée, mais je l'ai dans mon site e-commerce, elle n'est pas structurée, c'est juste une description produit. Aujourd'hui, avec le Generative AI, avec des LLM comme ChatGPT, on est capable de leur faire lire ces descriptions produits qui sont non structurées et de leur demander de mettre ça dans des tables qui vont être utilisables par nos use cases ML. Et donc ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y aura un travail vraiment de structuration de la donnée qui va être énorme. Donc voilà, quelque chose qui peut ressembler à ça, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une solution de social listening pour écouter, par exemple, pour une marque, pour écouter ce que ses clients disent de la marque. Et aujourd'hui, on est capable de faire lire à ChatGPT des données non structurées comme des avis, comme des avis d'influenceurs sur YouTube, des commentaires, des posts sur Instagram, etc. Et on tirait des insights qui vont être très puissants. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est tout ce qui est autour de l'interaction, donc tout ce qui est autour du chatbot conversationnel. Donc imaginons, je vais vous donner un exemple de quelque chose qu'on est en train de développer que je vais démo par la suite. Donc, imaginons demain, moi, je suis un site web, par exemple, je suis un site web qui vend des produits de beauté. Demain, j'ai un outil qui est capable de lire tout le contenu de mon site web et de répondre à n'importe quelle question du client. Donc, ça va changer la manière dont on navigue sur les sites web. Au lieu d'arriver, regarder dans les blogs parce que je ne sais pas, j'ai peut-être des hooded eyes et le eyeliner, ça ne va pas m'aller, je dois trouver une alternative ou j'ai une peau sensible, etc. Je dois chercher dans les blogs ou je dois demander au forum.
je peux directement venir et parler avec le chatbot du site web. Donc vraiment, ce chatbot qui nous dérangeait dans les sites web en bas à droite, aujourd'hui, il peut devenir très puissant. Il peut changer la manière dont on navigue. Donc voilà, on peut aussi penser à comment ça va changer la recommandation des produits. Donc, restons dans cet exemple de website de make-up qui vend des produits de make-up. Imaginons demain, si j'ai un outil qui va regarder ce que font, par exemple, les gens, mes clients sur le site web. Donc, par exemple, j'ai vu que cette personne, elle a regardé des produits pour la peau sensible, puis elle a regardé des produits pour une peau, on va dire, un peu plus colorée, puis elle a regardé d'autres choses. En fait, en interprétant tout ça, on demande tout ça à ChatGPT, je suis capable de créer un profil de mon client. Et une fois que j'ai ce profil, je peux facilement, avec ChatGPT là encore, personnaliser le message. Par exemple, je vais lui envoyer une campagne marketing qui va être juste pour, on va dire, des produits pour les peaux sensibles, pour les peaux mates, etc. Donc voilà. Troisième typologie de use case, c'est tout ce qui est assisted content generation. Donc, ça touche pas mal au domaine de marketing. Par exemple, comment je peux faire pour générer en masse des publicités. Donc, que ce soit des images ou les textes, les ad copies qui accompagnent les images. Donc, ça peut être intéressant aussi. Ça peut vraiment aider les créatifs à faire leur travail beaucoup plus rapidement. Et à la fin, on a tout ce qui est optimisation et productivité. Donc aujourd'hui, les développeurs peuvent coder beaucoup plus vite avec GitHub Copilot, par exemple. On peut avoir aussi quelque chose de très intéressant où, par exemple, j'ai des bases de données, mais je ne sais pas si elles sont qualitatives ou pas. Ce que je peux faire, c'est demander à ChatGPT de regarder d'autres données, par exemple, de regarder des descriptions produits pour me dire si mes tables de référentiel produit, donc les tables que j'ai sur mes produits, sont de qualité ou non. Donc voilà, il y a une panoplie de use cases qu'on peut faire avec le Generative AI, avec les language models notamment. Là, j'ai quelques démos à vous montrer. Donc là, par exemple, j'arrive sur le site web. Désolé, c'est un GIF, c'est un peu difficile de suivre. Donc, concentrez-vous juste sur ma voix. Je vais essayer de vous guider là-dedans. Mais imaginons, je suis un site web, je suis quelqu'un qui fait des téléphones, par exemple. Je fais des téléphones et j'ai un site web pour des FAQ. Donc, en général, le problème que je peux avoir, c'est une personne qui arrive sur mon site web, elle a une problématique. Par exemple, j'ai acheté un nouveau téléphone. Comment faire pour bouger mes anciens contacts de mon ancien téléphone à mon nouveau téléphone? Donc là, on voit qu'elle arrive sur le site web de cette entreprise. Elle demande la question, mais elle ne trouve pas vraiment la bonne réponse. Et là, ce qu'on a fait, on a fait une sorte de twin, on va dire, de jumeau de ce site web, mais qui est powered by ChatGPT. Donc là, on voit très bien qu'en lui posant une question, il est capable de chercher dans les FAQ, dans le contenu du site web et me répondre de manière beaucoup plus pertinente. Et en plus, me donner la source. Parce qu'il y a toujours cet enjeu de est-ce qu'il hallucine ou pas, est-ce que ce qu'il dit est correct ou pas. Donc voilà, on est capable aussi de montrer la source au client, comme vous pouvez voir ici en bas. Comme ça, il peut lui-même aller cliquer sur le lien et lire davantage. Donc voilà, ça c'est un exemple de use case qu'on peut faire dans tout ce qui est chatbot conversationnel. Un autre use case, donc c'est ce dont je vous parlais, comment je peux, à partir de descriptions produits ou de n'importe quelle donnée textuelle, structurer ça dans des tables que je peux utiliser, que mes data analysts, mes BI experts, mes data scientists peuvent utiliser. Bah là, ce qu'on fait, par exemple, on récupère une description Amazon si je me rappelle bien, c'est quelque chose pour le bricolage, un produit de bricolage. Et automatiquement, ça permet en fait de me mettre ça dans une table avec les données qui m'intéressent. Donc, la longueur du vis, ce genre de choses. Est-ce que c'est originaire des États-Unis ou pas, etc. Donc, voilà. Et le language model, ce qui est beau, c'est qu'il est aussi capable de m'écrire les hypothèses qu'il a suivies pour faire en fait cette table. Donc, il va me dire, puisque j'ai lu que ça a été fait en New York, j'ai mis US origin, etc. Donc, on est capable de fact-checker ça. Donc voilà, ça c'est un exemple de use case autour de la data structuration.
Et quelque chose d'aussi similaire, c'est aujourd'hui, on peut par exemple venir avec nos produits et lui demander de nous créer une taxonomie. Une table donc, qui va créer une taxonomie du produit. Donc là, par exemple, je lui donne milk whole. Si vous voyez à gauche, j'ai 6 exemples. Milk whole, milk semi-skimmed, etc. Et automatiquement, il m'a généré la catégorie, la sous-catégorie, la marque, le conditionnement, etc. Donc voilà, c'est des choses vraiment très intéressantes. Donc, le dernier use case que je voulais vous montrer, c'est par rapport au code. Donc, aujourd'hui, il y a des outils comme GitHub Copilot qui complètent le code, qui sont basés sur la même technologie que ChatGPT. Mais on peut aller encore plus loin. On peut faire quelque chose, non seulement qui va compléter votre code, mais qui va prendre en contexte tout votre repo. Donc, elle pourra vous générer des tests unitaires, elle pourra vous faire des refactos. Vous n'êtes pas limité juste dans un éditeur de texte, dans un file donné. Vous pouvez vraiment parler en quelque sorte avec votre repo et le changer. Donc voilà, j'arrive à la dernière partie qui va être la plus importante. Donc je voulais juste vous partager 6 tendances qu'on voit aujourd'hui avec nos clients et dans le marché en général. Donc la première, on voit un mouvement vers les modèles les plus petits. Donc au début, on était en train de dire, OK, GPT-3, GPT-4, contexte GPT-5. Là, je pense qu'avec des technologies comme GPT-4, on est déjà arrivé à un niveau qui est très élevé. Donc là, c'est vraiment la place pour exceller en prompt engineering, ce qu'on appelle les MLOps des language models ou LLMOps. Donc, comment je construis des choses, je fais la CI/CD, j'évalue mon language model. Jean-Marie va nous parler de ça par la suite. Donc, deuxième tendance qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'open source, mais il faut faire attention. Donc, il y a de l'open source qui a été entraîné sur des données qui ne sont pas de qualité. Il n'y a pas eu de couche de modération pour faire en sorte que, par exemple, le language model va être respectueux, ne va pas dire des choses toxiques, etc. Voilà. Troisième tendance, donc on voit aussi qu'il y a pas mal de recherches qui va dans ce sens de multimodalité. Donc, on ne veut plus avoir juste un language model, mais un modèle qui est capable de raisonner en images et en texte à la fois. Quatrième tendance, qui est vraiment la tendance qui me passionne personnellement le plus, c'est tout le travail autour de ce qu'on appelle des agents autonomes. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais il y a AutoGPT, Baby AGI, SmartGPT, qui sont tous quelque chose qui est bâti sur la base de technologies comme ChatGPT, mais avec des frameworks de raisonnement pour faire en sorte que notre language model raisonne pour nous donner la réponse. Et ça permet en fait de minimiser les erreurs qu'il peut faire, ce qu'on appelle notamment les hallucinations. Cinquièmement, il y a tout ce qui est risque. Donc, je pense que Régis nous a parlé assez de ça. Je veux juste ajouter par rapport, par exemple, en Generative AI, pour moi, le gros pain point, c'est sur les images. On a aujourd'hui des clients qui testent ça et qui te disent, OK, qu'est-ce qui me garantit que l'image qui est générée n'est pas similaire à l'image de quelqu'un d'autre? Et du coup, qu'est-ce qui me garantit que j'ai une vraie propriété intellectuelle? Donc, c'est des choses qui vont, c'est les gouvernements, les organisations qui doivent travailler sur ça pour nous sortir des régulations. Et la dernière tendance qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il faut commencer à penser à l'impact humain. Donc, on a entre les mains une technologie qui peut faire perdre à des gens leur boulot. Donc, il faut faire attention à ça, il faut être éthique, il faut former les gens, il faut aussi créer de nouveaux emplois. Par exemple, tout ce qui est autour de prompt engineering. Aujourd'hui, on voit des boîtes qui commencent à avoir un poste de prompt engineer. Donc voilà, donc en gros, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à partager, mais je pense qu'on a déjà atteint les 15 minutes. Oui, on a dépassé les 15 minutes, Elise. Okay. Donc, ce que je propose, merci beaucoup pour cette présentation, c'est peut-être de prendre une ou deux questions. Alors, il y a une question, en fait, qui a été posée après, mais qui était destinée à Régis. Lorsque vous parlez de cyberattaque utilisant GPT, quelle est la différence entre chercher des codes tutoriels existants sur des forums spécialisés? Quelle serait la plus grande menace que l'on pourrait concrétiser qu'un spécialiste ne serait pas capable lui-même de faire via ses connaissances et ses recherches? Régis, est-ce que tu veux répondre
Oui, je sais répondre. Alors en fait, c'est très simple. J'ai fait le profilage du cyberattaquant qui pourrait utiliser ChatGPT. En fait, on a plutôt affaire à, on va dire, un cyberattaquant en freelance, plutôt junior, et qui pourrait, grâce à ChatGPT, bénéficier d'une sorte de mentor pour pouvoir monter en compétences et identifier les failles. C'est-à-dire que dans les organisations criminelles, bien sûr, les cyberattaquants auront, on va dire, des managers, hein, c'est un peu comme une entreprise, auront des tuteurs humains pour pouvoir les conseiller. Donc, ils peuvent bénéficier d'une base de connaissances que les cyberattaquants en freelance ne disposent pas. Donc, c'est un petit peu la différence. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut récupérer ce genre d'informations, on va plutôt aller dans le dark web, mais c'est un peu compliqué d'y accéder. Et, donc, ChatGPT serait un facilitateur. Je ne sais pas si ça répond à la question à un Oui. spectateur anonyme. Merci Régis. Il y a deux autres questions, alors peut-être pour Ilias, et on va garder les autres questions pour la suite parce qu'on va y répondre en partie. Donc, je prends la question toujours du spectateur anonyme, mais question un peu hétérodoxe. Est-ce qu'OpenAI n'a pas raison de passer à un cloud source plutôt qu'un open source pour limiter le nombre d'acteurs manipulant l'IA générative avec un risque sinon de prolifération des risques d'utilisation malveillante? Est-ce Ouais, bah, qu'Ilias, tu veux répondre? Oui. ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est la narrative d'OpenAI. À chaque fois qu'on voit les entretiens de Sam Altman et compagnie, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que voilà, c'est closed source parce qu'on ne veut pas que ça tombe dans des mains qui vont faire quelque chose. Mais je pense que l'open source, il va suivre rapidement. On va rapidement avoir des modèles assez forts. Donc, ça va tomber dans les mains des acteurs. Donc, personnellement, je pense que si j'étais à la place d'OpenAI, je garderais ça closed source pour cette raison, mais je garderais ça closed source aussi parce que c'est un produit que je vends. Donc, c'est le travail que font OpenAI pour arriver à faire quelque chose comme GPT-4, c'est vraiment c'est un travail très important. Donc, ça mérite d'être closed source, ça mérite d'être un produit payant, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de prendre l'autre question, c'est-à-dire il y a un doute sur les performances dans Large Language Model comme ChatGPT par rapport à des techniques précédentes pour les contenus, les avis non structurés. Est-ce que c'est vraiment mieux, en fait, ou est-ce que c'est juste une solution de facilité? Ilias, peut-être. Ouais, j'aimerais bien y répondre, mais je vois pas à quoi on fait allusion quand on parle de techniques précédentes, mais je vais essayer de répondre quand même. Je pense que la plus grande force, c'est vraiment, au début, ce qu'on faisait, on faisait des algorithmes d'entity matching ou d'entity recognition pour reconnaître des entités dans de la donnée non structurée. Aujourd'hui, pourquoi GenAI, pourquoi ChatGPT, c'est plus fort? Parce que ça comprend mieux le contexte. Parce que vraiment, c'est comme si tu as un humain, tu crées un humain, un clone de toi qui va lire le truc, qui a un certain knowledge, qui va savoir que ça s'apparente à ça, que ça, c'est ce que tu cherches, etc. Donc voilà, c'est ce degré de compréhension du contexte, du compréhension de l'intention qui fait l'avantage du générative AI aujourd'hui par rapport aux méthodes classiques. Alors, merci beaucoup pour ces réponses. Comme on a pas mal de questions et que l'heure tourne, je vais laisser la parole à Jean-Marie, mais je vous invite, Ilias et Régis, à répondre dans le Q&A aux questions des participants si vous souhaitez répondre à certaines des questions. Donc, Jean-Marie, je te laisse la parole. Tu es en mute, Jean-Marie. Tu es toujours en mute. Ah, tu n'as pas les droits pour unmute. Alors ça, c'est... Est-ce que là, c'est bon?
Oui, là, c'est bon. J'ai Pardon, enfin j'ai ouais, les droits je ne sais pour pas animer. pourquoi. Bon, bah, je reprends. Donc, bonjour à tous, moi c'est Jean-Marie Jeune Matthews. Donc, moi je suis cofondateur de Giscard, qui est une solution open source qui permet notamment de proposer des solutions pour la mise en qualité de l'intelligence artificielle, notamment sur les LLM. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on fait à ce niveau-là. D'abord, en vous montrant un peu l'enjeu actuel et voir aussi un peu les techniques qu'il y a derrière ce qu'on appelle aujourd'hui la QA de l'intelligence artificielle, et notamment autour des LLM. Alors, je ne reviens pas là-dessus, hein, sur les soucis que peuvent poser les LLM comme ChatGPT, où on sait que les garde-fous autour de ChatGPT, il y en a un certain nombre. Si on va sur le site de OpenAI, on voit qu'ils ont pensé à certaines grosses catégories comme le contenu haineux. Donc, il ne faut pas promouvoir des discours haineux, tout ce qui est violence, tout ce qui est contenu toxique, adulte, politique, malware. Donc, en fait, il y a une certaine liste. Et je pense que vous l'avez déjà vu, hein, quand vous utilisez ChatGPT, que quelquefois, ben, c'est censuré par ChatGPT. Donc, il y a un certain nombre de techniques qui existent aujourd'hui et qu'on peut assez facilement, que les entreprises peuvent aussi assez facilement mettre en place, puisqu'il y a des outils, hein, qui font ce qu'on appelle du intent matching, où on va essayer de voir un peu si tel ou tel prompt, donc ce qui a été écrit par l'utilisateur, contient telle ou telle catégorie, et le contraire aussi, si l'output généré est assigné à une catégorie donnée. Mais le problème, alors là on en a parlé avec les méthodes DAN, hein, ces fameuses méthodes, c'est que c'est assez facile de contourner en fait ces garde-fous qui sont mis en place par ChatGPT. Là j'ai pris un exemple, hein, j'ai fait copier-coller d'une méthode DAN du coup, que j'ai essayé, qui marche bien, hein. C'est simplement dire à ChatGPT, alors souvent c'est ce qu'on fait aussi quand on fait du prompt engineering, c'est-à-dire quand on essaye d'apprendre à ChatGPT à répondre à ce qu'il est censé répondre. C'est que si on dit au LLM de se mettre dans la peau d'un personnage, un personnage qui peut être un personnage fictif, c'est quelque chose qui marche assez bien en termes d'efficacité. Donc là, en l'occurrence, on lui demande de se mettre dans la peau d'un personnage qui est vulgaire, par exemple, hein. Mais après, on peut faire varier les choses, on peut se mettre dans la peau d'un personnage toxique, insultant ou ce qu'on veut. Et ensuite, on lui dit, bah voilà, surtout ne change pas ton rôle. On est en train de faire un jeu de rôle, mais tu ne quittes pas ton rôle jusqu'à ce que je te dise, écoute, là, tu peux quitter. Et donc, ça permet de bloquer le système et faire en sorte que ChatGPT soit toxique, insultant, ce qu'on veut. Donc ça, c'est des choses que aujourd'hui, comme on l'a dit l'ancien intervenant, c'est que c'est complètement en ligne. Il y a plein de méthodes de ce type-là. Et donc, du coup, par exemple, démo, par exemple, si on lui demande à ChatGPT une question du type comment faire un gâteau qui permet, qui fait qui fait vomir mon ami, plutôt si on parle français. Ici, ChatGPT donne à la fois une réponse, la réponse classique, c'est ce qu'on voit là, GPT qui dit, écoute, je peux pas parce que c'est pas approprié. Puis la réponse de l'autre GPT, son alter ego, qui lui se lâche. Voilà. Alors du coup, on voit qu'en fait, les garde-fous, c'est assez facile à contourner. Donc il faut les créer. Et la question, c'est comment on fait pour les créer de manière efficace. Donc notamment, il faut en fait tester les choses et produire en fait des garde-fous sur des garde-fous. En fait, il faut les multiplier, il faut capter ce genre de failles dès lors qu'on met des LLM en production pour différents cas d'usage, comme ça a été présenté juste avant. Alors, du coup, là, je vais essayer de parler de ces garde-fous, hein, qu'on appelle des guardrails sur les ChatGPT. Et là, aujourd'hui, il y a des choses qui marchent relativement bien en termes de guardrail. Alors, le premier garde-fou, c'est éviter que le modèle dise des choses qui sont hors sujet. Donc, le off-topic. Par exemple, alors, nous, par exemple, on travaille avec des boîtes, notamment des boîtes d'assurance. Alors, une de ces boîtes s'est lancée à créer un modèle qui permet justement de discuter avec leurs clients et répondre aux questions des clients, notamment la couverture.
Et par exemple, si une des questions, c'est quelle est la couverture que vous proposez pour des lunettes, on ne veut pas que le ChatGPT parle de voiture, par exemple. Ce qui peut arriver assez souvent, qu'il se trompe de produit, par exemple. Donc là, c'est un hors-sujet qui n'est pas impactant, mais qui est dérangeant quand même. Donc là, il y a des solutions pour ce genre de choses, j'en parle après. Ensuite, il y a tout ce qui est fact-checking. Donc, si je reviens sur l'exemple, ça peut être, il faut pas, si la couverture des lunettes, c'est 40%, il ne faut pas qu'ils disent 50%, sinon c'est faux. Sur la safety, on a... évidemment, il ne faut pas insulter les utilisateurs, il ne faut pas dire des contenus toxiques, et il ne faut pas, par exemple, que par un usage du type DAN, j'arrive à hacker mon LLM. Si ça arrive, ça peut créer des gros problèmes en termes déjà de com, d'image, si on fait un screenshot d'une réponse complètement à côté de la plaque du LLM. Ensuite, il y a une dernière. Alors, le validation error, c'est le truc le plus basique, mais qui est le plus demandé aussi. C'est simplement juste vérifier que le type de la réponse donnée correspond bien à ce que ça doit être. Donc, par exemple, si le but, c'est de récupérer une couverture, un taux de couverture, il faut que ce taux de couverture soit bien un nombre. Il ne faut pas que ce soit autre chose. Donc, juste valider qu'en fait, c'est bien la bonne nature de la donnée. Voilà, en fait, disons, 4 grands topics qui donnent lieu à des guardrails. Donc, essayons de voir un petit peu comment mettre en place des guardrails pour ces différentes choses. Par exemple, sur les contenus hors sujet, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est essayer de guider le LLM dans sa réponse en lui disant, voilà, en lui donnant des flows où on lui dit, en général, quand un client me pose une question qui concerne tel ou tel sujet, il faut d'abord le remercier, puis ensuite regarder telle ou telle chose, puis ensuite finir par est-ce que ça vous a aidé. Donc voilà, on construit un espèce de flow qui est un peu haut niveau et on demande au LLM de toujours se greffer à ce flow-là. Et donc comment ça marche derrière, c'est chaque flow possède des étapes et on fait en sorte que chaque réponse du LLM colle au maximum à chacune de ces étapes. Donc c'est ce qu'on appelle l'intention matching. Et ça, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire relativement bien. Sinon, il y a des méthodes plus de type fact-checking. Donc le fact-checking, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes. En règle générale, on utilise soit de la donnée tierce, soit un service tiers, ou soit de la base de données interne où on essaye de faire du fact-checking. Alors la méthode un peu classique, c'est de se dire, voilà, quand j'ai une base de données, je pose une question au LLM, je lui dis, est-ce que ce que tu viens de me dire est suffisamment backé par mes données internes ou mes données tierces, par exemple. Donc, ce genre de choses qui permet d'avoir un score de confiance de la réponse. Ensuite, on a toutes les questions autour de la safety, les contenus insultants, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, on a plein de fonctions qui permettent de jauger un petit peu le taux de toxicité, le taux de haine, par exemple, des réponses. Donc ça, c'est souvent des classifieurs qui vont utiliser soit des LLM ou soit des IA plus traditionnels. Et on a beaucoup des catalogues de ce genre d'outils. D'ailleurs, Giscard en fabrique aussi. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Et ensuite, il y a les questions de la validation error. D'ailleurs, on en a parlé, l'outil qui s'appelle Guardrail AI, c'est des outils qui permettent justement de faire cette validation. Voilà, on a quelques outils. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, on essaie de se poser la question de qu'est-ce qui permet de faire tout ce genre de choses. En fait, il faut des détecteurs. Alors, il y a des détecteurs, comme je vous ai dit, de plein de choses, des détecteurs de toxicité, de haine, par exemple, des scoreurs. Donc, par exemple, donner des notes à des contenus. Alors, par exemple, sur tout ce qui est contenu, tout ce qui est résumé des textes, aujourd'hui, on a pas mal de scoreurs qui existent déjà, des scores de fluidité, de cohérence du texte résumé. On a aussi besoin de ce qu'on appelle des transformations. En fait, donc, ce sont des méthodes qui permettent de transformer des textes. Alors, on peut transformer les textes de plein de manières, en ajoutant par exemple des fautes de frappe, en rajoutant des fautes de grammaire, par exemple, ou ça peut être en changeant des mots.
Ça peut être en paraphrasant aussi, hein, ce sont des choses qu'on fait souvent. Et on a aussi besoin de tests, par exemple, de tester à quel point on a une réponse qui colle bien par rapport à la bonne réponse, si on a la chance d'avoir la bonne réponse. Donc du coup, ce sont les différents, disons, les différents ingrédients qui sont utilisés ensuite pour faire des guardrails et pouvoir mettre des LLM en production avec les bons garde-fous pour éviter les problèmes que j'ai évoqués. Voilà, alors je peux vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on met les choses en place pour les LLM. En général, ce qu'on fait quand on met en place des guardrails, c'est qu'il faut justement créer l'ensemble de ces fonctions-là dont je vous ai parlé, hein, les scorers, les transformers, les labelleurs, tous ces objets-là hein, qui sont importants, les testeurs. Et avec une première étape où il est très important déjà de réunir un petit peu différentes parties prenantes pour essayer de voir en quoi on a différentes erreurs, des sources de biais, des vulnérabilités, pour essayer de faire un petit peu un listing de toutes les choses qui ne vont pas bien. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est vraiment la quantification de ces différents objets, hein, les slicing, les slicers, les transformers, ces objets-là qu'il faut créer. Évidemment, on peut utiliser des catalogues extérieurs. Ensuite, il faut créer des suites de tests, parce que les suites de tests à plusieurs niveaux, pour pouvoir ensuite mettre en production ces listes de tests et avoir des garde-fous lorsque une réponse est générée, dire bah, écoute, là, la réponse là, elle ne passe pas à tel ou tel test, et donc on prend telle ou telle action. Alors l'action, ça peut être de régénérer une nouvelle fois le texte en prenant en compte le feedback du garde-fou, mais ça peut être aussi simplement une censure pure et dure. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de décision. Et ensuite, en récupérant en fait toutes ces informations-là, on permet aux développeurs d'améliorer aussi le LLM, du coup en récupérant des mauvaises réponses, ainsi de suite, qui permettent ensuite au LLM d'apprendre de ses erreurs et de devenir meilleur. Donc ça, c'est un peu le processus général qu'on met en place quand on crée des safeguards pour les LLM. Je peux vous montrer, alors ça c'est quelque chose qu'on est en train de créer, donc c'est pas encore en ligne, mais c'est quelque chose qui va être open source, et je vais vous faire une petite démo de déjà vous montrer ce que c'est un catalogue de ces différentes fonctions qui vont vous permettre de faire des garde-fous, des guardrails. Alors, normalement, j'ai chargé une instance Giscard. Voilà, j'espère que... Alors, vu qu'il y a des développeurs qui travaillent en ce moment dessus, il est possible que ça prenne beaucoup de temps à loader. Bon. Je vais peut-être vous montrer, au lieu de vous montrer le catalogue qui prend un peu de temps à loader, c'est vous montrer un peu comment ça peut marcher en fait concrètement, ces choses-là. Par exemple, prenons le cas où vous êtes une entreprise, vous avez créé un LLM à partir de vos bases de données internes. C'est une chose qu'on fait de plus en plus, d'ailleurs on en a parlé dans ce séminaire. Notamment, par exemple, supposons que vous avez quelque chose qui est une knowledge base, par exemple sur Notion. Nous, c'est ce qu'on a d'ailleurs en interne chez Giscard. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a indexé l'ensemble de ces informations-là et on permet à un LLM ensuite de piocher en fait, directement dans cette information, la structurer et de répondre directement aux questions. On a créé la même chose, mais sur notre documentation interne. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est déjà comparer ces différents modèles et créer une suite de tests sur ces LLM-là. Et en fait, c'est ce qu'on fait là, différents tests dont je vous ai parlé juste avant, de fact-checking, de reliability, de biais, qu'on peut créer relativement facilement grâce au catalogue, grâce à ces choses-là. Donc en fait, derrière, c'est du code qui permet en fait d'appeler différents objets. Donc là, ce qu'on appelle c'est QA-eval, une fonction qui permet d'évaluer la distance entre deux réponses de LLM. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet ensuite de vérifier par rapport à notre knowledge base qui est donc Notion, si on a une bonne réponse ou pas. Donc ça, c'est par exemple ce genre de suite de tests qu'on peut facilement faire
et qui permet ensuite de mettre en production et de créer ces garde-fous. Alors, je suis désolé parce que j'aurais bien aimé vous montrer le catalogue, mais je vois que les gens sont en train de travailler dessus. Ah si, peut-être que non. Non, malheureusement, ils sont en train de travailler dessus, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais voilà, vous avez vu les tests qui donnent un peu la version finale une fois que ça marche. Voilà, je m'arrête là. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, peut-être parmi les questions qui sont posées, il y en a une que tu n'as pas abordée, à laquelle peut-être et même sûrement tu peux apporter une réponse. C'est la question sur les données utilisées dans les large language models. Est-ce qu'on a moyen d'utiliser, enfin de vérifier ou d'avoir une mesure de la qualité des données qui sont utilisées dans les training sets de ChatGPT ou du Generative AI en général? Alors, sur les données, alors, il y a les données qu'on donne à OpenAI pour qu'ils fassent l'inférence, et puis il y a les données d'apprentissage. Alors, je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois que les données d'apprentissage, on les connaît déjà et qu'ils l'ont mis en ligne. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois. Hein. Donc, c'est pas si secret que ça, les données d'apprentissage. Très bien. Alors, je vois l'heure tourner, donc je vous propose de passer à la quatrième présentation. Si vous voulez, les intervenants répondre dans le Q&A aux questions, n'hésitez pas et on aura un temps à la fin pour reprendre toutes ces questions qui sont posées. Donc, du coup, je vais prendre la parole pour une présentation plus tournée sur les sujets qui nous intéressent dans Good in Tech, donc moins pratique, mais plus côté recherche, avec une optique dans cette présentation qui est vraiment ChatGPT et impact sociétal et impact environnemental. Donc, c'est un travail que nous avons fait avec Kay Yep, qui est chargée de mission dans Good in Tech et à l'heure actuelle à Sciences Po. Nous allons faire un article de recherche de cette analyse qui est pour l'instant vraiment une analyse de qu'est-ce que nous dit la recherche sur le sujet, mais on a sélectionné dans les articles que l'on a étudiés non pas des visions très générales ou des, je dirais, commentaires très généraux sur ChatGPT, issus généralement de tout ce qui se dit sur l'éthique de l'IA depuis des années, mais on a sélectionné des articles qui ont expérimenté ChatGPT, qui ont testé ChatGPT en pratique, et qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette littérature scientifique. Donc, vous voyez qu'on a travaillé ce qu'on appelle une systematic literature review en méthodologie scientifique. Donc, on a regardé vraiment toutes ces expériences à partir de cas réels. On a regardé également des articles qui montrent des incidents relatifs à ChatGPT. Et on a à peu près analysé une centaine d'articles de recherche, des articles de médias qui relatent des accidents de ChatGPT, et on a même créé une base de données autour de ces questions. Alors, je vais un peu plus rapidement parce que ça a été très, très bien expliqué dans les présentations précédentes, mais peut-être la souligner que qu'est-ce qui a été démontré dans des articles de recherche en termes d'opportunité de ChatGPT, qu'est-ce qui a été réellement testé. Donc, vous allez voir, les articles dont je parle, ce sont essentiellement des articles très récents, quasiment publiés en 2022 ou 2023. Donc, on a beaucoup d'opportunités qui ont été montrées dans le domaine de l'éducation. Régis en a parlé tout à l'heure, avec notamment un article montrant que ChatGPT devient un teaching assistant, c'est-à-dire qu'on a un assistant, et dans plein de fonctions, ChatGPT peut devenir un assistant. Donc là, vous avez un exemple à droite d'une question posée à ChatGPT de fabrication d'un plan de cours pour un cours spécifique sur un sujet donné qui intègre des travaux de groupe. Et ChatGPT répond parfaitement à la structure d'un cours qu'on peut faire sur ce sujet. Donc, effectivement, une fonction très intéressante.
D'autres auteurs en UEAL ont montré en 2023 l'intérêt dans le domaine de la santé. Donc, il y a plusieurs expérimentations qui ont été menées, notamment d'identification avec ChatGPT de problèmes médicaux qu'on identifie automatiquement à partir de dossiers patients. Deux autres applications également, le domaine de la traduction, ça j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça pose aussi des problèmes. Et puis le computer programming, Elias en a parlé tout à l'heure, effectivement on a une aide par ChatGPT, en particulier aussi pour l'identification des bugs et pour justement solutionner des bugs. Alors, peut-être 3 focus que j'ai décidé de vous montrer sur ces opportunités qui me semblaient intéressantes à partager. Donc, toujours à partir d'articles de recherche et donc d'expérimentation réelle. Un premier cas dans le domaine du healthcare, de la santé, avec un programme pilote en Californie et dans le Wisconsin qui en fait utilise ChatGPT pour répondre à des messages patients et proposer donc des drafts de réponses. Un deuxième cas très intéressant, parce que je vous parlerai de désinformation tout à l'heure, c'est l'usage de ChatGPT démontré donc, dans un article de Wang et al. En 2023 pour la détection de hate speech, donc de discours de haine, discours violents sur Internet. Et ce papier montre qu'on a 80% quasiment d'accord entre des classifications de hate speech entre des humains et ChatGPT. Et vous avez sur la droite la figure 2 qui vous montre que les explications données par ChatGPT sur le fait qu'il considère qu'un contenu est haineux ou pas, eh bien, sont considérées aussi claires que celles des humains, voire aussi informatives. Et enfin, le troisième domaine dont on aura peut-être l'occasion de reparler dans Good in Tech, c'est le domaine de l'usage de ChatGPT dans le domaine artistique. Et là, je mentionne simplement une très belle initiative française d'une collection qui s'appelle DSL Collection autour de la création d'expositions virtuelles à base de ChatGPT. Et donc, DSL Collection est piloté par un Français qui s'appelle Sylvain Lévy, et c'est l'une des premières collections qui utilisent les technologies d'IA dans le domaine artistique. Alors, ces perspectives de ChatGPT, elles posent des problèmes d'éthique. Et donc, pour, je dirais, compléter ou donner une autre vision de ce qui a été montré jusqu'à présent, ce sont des sujets qui nous intéressent particulièrement dans Good in Tech. Et donc, commencent à sortir des papiers très intéressants autour de quels sont vraiment les sujets éthiques liés à l'IA générative. Et on a donc synthétisé cette littérature et il apparaît 6 vraiment sujets majeurs. Le premier, c'est la question de la transparence et de la confiance dans ces systèmes en raison de la taille de plus en plus importante des modèles d'IA utilisés, c'est des large language models, de la complexité et puis également du manque de transparence sur l'usage, les données utilisées pour entraîner ces modèles. Deuxième sujet, je ne vais pas aller plus loin parce que Régis l'a présenté, c'est la question de la sécurité de ces modèles face à des attaques potentielles. Troisième sujet, les questions de privacy avec des problèmes d'atteinte à des données personnelles qui sont dans les données d'apprentissage du modèle. Le plagiat. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, Régis en a parlé dans le cadre de l'éducation, mais évidemment, c'est là un usage qui n'est pas éthique des large language models et donc qui pose vraiment des problèmes dans l'usage de ces modèles par des étudiants. Donc, il y a des institutions comme Sciences Po, par exemple, qui ont décidé d'interdire l'usage de ChatGPT. D'autres, comme Télécom Paris, chez nous, qui a développer un cours pour les étudiants ingénieurs qui est entièrement fait par ChatGPT, un cours de data science. Donc, vous voyez qu'on a les 2 extrêmes dans les institutions.
Cinquième sujet, c'est quand même l'impact environnemental, on en parlera tout à l'heure. Et puis, une sixième idée qui est intéressante, qui serait l'idée que, en fait, ChatGPT dégrade, en fait, ce qu'on appelle les communs digitales, c'est-à-dire toutes ces données qui existent hein, sur le web, sur les réseaux sociaux et qui sont à la base aujourd'hui de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et comme en fait, on a une génération aussi de problèmes de fausses informations ou de mauvaise qualité de contenu que peut provoquer ChatGPT, on aurait une dégradation globale hein, de ces communs digitaux. Alors, à droite, vous avez quand même un exemple qui peut poser problème. Hein. Vous voyez, c'est un exemple où on demande à ChatGPT de construire un programme Python pour savoir si une personne doit être torturée ou pas en fonction de son pays d'origine. Et donc là, qu'est-ce que nous dit ChatGPT? Il demande à la personne son pays d'origine et effectivement, là, c'est très direct. Hein, si le pays est Corée du Nord, Syrie, Iran, Soudan, eh bien, print, cette personne devrait être torturée. Donc, on voit que, voilà, il y a évidemment des enjeux éthiques de société. Alors, qu'est-ce que nous dit, encore une fois, la recherche? La recherche nous dit que la plupart des articles montrent une double vision, et c'est ça qui est très intéressant de nos jours, une vision, comme on l'a vu tout à l'heure dans les présentations, de très, très grandes opportunités qui s'ouvrent à nous avec l'IA générative et tout un tas d'applications, et en même temps, vraiment, des problèmes majeurs hein, liés aux données, liés au manque de transparence, liés aux conséquences sociétales que posent ces systèmes. Donc, beaucoup de chercheurs ont cette double position. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi par domaine de recherche. Hein, vous avez un article de l'éditorial très intéressant qui montre évidemment que selon le domaine de recherche, les chercheurs n'ont pas le même point de vue. Évidemment, en computer science, en medical papers, en papier vraiment purement scientifique, on a plutôt une défense de ChatGPT sur le fait que c'est très performant, ça améliore la productivité, il y a plein d'opportunités pour la société. Si vous regardez le domaine de l'éducation, on a une vision très mixte hein, de gens qui disent oui, ça peut être très intéressant pour faire des cours ou pour faire des modèles personnalisés pour des étudiants ou des élèves. En même temps, voilà, ces questions de plagiat, d'usage détourné posent vraiment des problèmes majeurs. Et puis, tout un champ de recherche, plutôt des sciences sociales, plutôt de la philosophie, mais pas que, qui considère évidemment que ChatGPT présente des menaces et des menaces absolument majeures. Donc, sur ces menaces, on s'est intéressé aux incidents. Donc là, on a vraiment regardé des papiers de recherche et des incidents sur ChatGPT. On est en train de construire pour Good in Tech une base de données d'incidents de ChatGPT qui va constituer une base de données. Donc là, on a regroupé trois grandes idées qui ressortent vraiment de la littérature. Première controverse et les incidents, c'est lié vraiment à la question de la gouvernance des données. Donc ça a été dit précédemment, mais un sujet qui n'a peut-être pas été trop dit, donc là c'est vraiment lié à ChatGPT et OpenAI, pas l'usage de l'IA générative dans d'autres applications, mais l'idée qu'OpenAI garde quand même secret les bases de données d'entraînement. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils utilisent tout le web, hein, mais c'est très large. Et il y a des papiers de recherche, comme celui de Cho et al. En 2023, qui se sont intéressés à ces bases de données. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments, comme le disait Jean-Marie, qui sont donnés sur ces bases de données, notamment les sites dans la liste de données de Google, hein, qui s'appelle C4 Dataset, qui montrent quand même que dans ces bases de données, on a des choses problématiques. On a des sites qui donnent des informations sur des informations personnelles de vote. On a des sites, ça a été évoqué par Elias tout à l'heure sur la question des images, qui sont des matériaux copyright qu'on ne peut pas réutiliser. Il y a également des médias comme Russia Today ou Breitbart qui posent problème et qui se retrouvent dans ces bases de données. On a également des sites religieux avec des positions très, très extrêmes
Et puis, évidemment, on est dans la liberté d'expression sur Internet, donc on se retrouve avec tout le contenu anti-trans, suprémaciste ou des théories complotistes. Tout ça va rentrer dans ChatGPT. Donc ça, c'est quand même un souci. Et puis, le deuxième souci, c'est les questions de privacy plus directes, c'est-à-dire la question des données personnelles, puisque OpenAI affirme utiliser des conversations d'utilisateurs, qui a eu quand même un certain nombre de problèmes de données qui ont été diffusées. Hein. Certains utilisateurs ont pu voir des conversations de chat. Et puis, des questions de privacy qui se posent dans certains usages de ChatGPT. Un usage qui se développe au grand public, qui n'était assez inattendu, c'est d'utiliser ChatGPT comme thérapeute, hein, comme psychologue, où en fait on va parler à ChatGPT et raconter notre vie. Et là, ça pose évidemment des problèmes d'usage des données qui sont racontées au travers de cette utilisation. Donc ça, c'est la première grande famille. Deuxième grande famille qui crée des incidents, c'est tout ce qui concerne les contenus générés par ChatGPT. Donc là, il y a deux grands pôles. Premièrement, la question des fausses informations. Donc là, tout le monde l'a indiqué tout à l'heure, c'est cette question des hallucinations de ChatGPT, c'est-à-dire vous posez une question, mais ChatGPT vous dit un peu n'importe quoi. Donc, il y a un cas très connu où vous demandez des réservations de places ou des informations sur un film. Et puis, ChatGPT vous dit, mais ce film n'est pas encore sorti, alors qu'en fait, ce film est sorti. Donc là, c'est une information qui n'est pas très problématique, mais il peut y avoir des informations très, très problématiques. Et d'autres expérimentations, hein, Gao et al. Et Goldstein et al. En 2023, qui montrent que finalement, et Régis nous l'a un peu montré, c'est quand même difficile de déterminer si, en fait, un contenu vient de l'IA ou vient d'un humain. Hein. Donc, se pose la question, évidemment, derrière des fausses informations créées. Et puis, deuxième vraiment problème lié au contenu, c'est que parfois, on a des contenus biaisés et dangereux. Donc là, il y a des recherches très intéressantes. Une première recherche, c'est celle qui est mentionnée ici de Zhu et al., qui mentionne le fait que sur certaines questions, selon la réponse, selon la langue utilisée, eh bien, on n'a pas la même réponse. Par exemple, l'exemple qui est donné, c'est si vous posez à ChatGPT la réponse « À qui appartient l'île de Kunashir ?» eh bien, ChatGPT ne va pas vous donner la même réponse si vous êtes en japonais, en russe et en anglais. Donc là, évidemment, ça pose problème. Il a été démontré dans d'autres recherches, en particulier de Hartman, que ChatGPT a des inclinaisons politiques. Il y a plusieurs papiers qui sont en train de sortir là-dessus, plutôt défenseurs d'idées plutôt à gauche. Donc, ça pose problème. Et puis, évidemment, ça a été dit, donc je passe assez vite, mais le contournement des safeguards, notamment sur des contenus toxiques, hein, donc on peut tout à fait contourner finalement ces safeguards de ChatGPT assez facilement, et donc on peut produire facilement des discours toxiques avec cette technologie. Et enfin, ChatGPT, parfois, incite des utilisateurs à des actions criminelles. Alors, je vous ai pris un exemple à droite ici, où en fait, on demande à ChatGPT de fabriquer un lance-flamme. Alors, si vous lui posez cette question-là, il va vous dire « Ah non, I'm sorry, I cannot provide a step-by-step guide parce que c'est illégal, c'est interdit, etc. » Mais si vous dites à ChatGPT « A hypothetical one », eh bien là, il va vous décrire tout le mécanisme pour construire ce type d'objet dangereux. Troisième controverse et incident de ChatGPT, basé encore une fois sur des expérimentations réelles, c'est les préoccupations sociales et environnementales. Donc là, dans les recherches menées jusqu'à présent sur des terrains, eh bien, ressort deux grands sujets. Le premier sujet, c'est le remplacement des experts humains. Donc là, il y a des recherches qui ont essayé de mesurer le niveau d'intelligence de ChatGPT qui ressort systématiquement sur les échelles classiques de mesure de l'intelligence humaine. ChatGPT ressort toujours au top.
Il y a un certain nombre par exemple, d'écrivains à Hollywood qui font des scénarios de films, voilà, qui se sont mis en grève pour ne pas que leur métier soit automatisé. Et puis, ce papier d'Oremus en 2023 qui est assez intéressant puisqu'il montre que sur Amazon, ben, vous avez des bouquins qui sont entièrement générés par ChatGPT, qui sont à l'heure actuelle vendus, ou des revues, évidemment, des commentaires entièrement faits avec ChatGPT. Et ce développeur, Chris Cowell, qui a trouvé une copie de son livre, un plagiat de son livre sur une partie du livre qu'il avait écrit. Donc voilà, il y a ces sujets qui ont été démontrés à partir d'expériences. Et puis enfin, il y a l'impact environnemental, qui est aussi l'impact environnemental de l'IA, qui commence à être travaillé, qui est un sujet pas trop encore mis en avant, mais qui risque de le devenir. Là, vous avez un article intéressant de l'IEAL en 2023 qui a calculé que pour un modèle, une conversation de 20-50 questions avec ChatGPT, eh bien, ChatGPT requiert 500 millilitres d'eau. Donc, il ne calcule pas l'impact carbone, mais il s'intéresse à la consommation d'eau. Et dans le schéma de droite, vous voyez que en fait, c'est lié au data center, bien sûr, et que l'eau intervient à deux endroits. D'une part, à l'entrée du data center pour fabriquer de l'énergie pour faire tourner le data center, et puis pour ensuite, dans un deuxième temps, refroidir le data center. Et donc, dans ce papier, il dit quand même qu'avec GPT-3, eh bien, l'entraînement des data centers de Microsoft pour GPT-3, c'est 3,5 millions de litres aux US et 5 millions de litres en Asie. Mais comme GPT-4, eh bien, il y a des modèles encore plus larges, eh bien, ces chiffres devraient être multipliés. Donc, probablement, on peut se dire quand même que ça va devenir un sujet. Voilà, je passe assez vite, juste pour dire 2-3 choses supplémentaires. La première, c'est que ChatGPT devient un enjeu majeur dans le domaine de la désinformation. Vous avez ici deux initiatives de NewsGuard. NewsGuard, c'est un regroupement de journalistes qui travaillent beaucoup sur la désinformation et qui a effectivement fait générer à ChatGPT tout un tas d'informations, soit sur la guerre sur l'Ukraine ou sur la vaccination contre le Covid. Et donc, ça va être très compliqué à combattre parce qu'effectivement, on a, même si on a des safeguards affirmés ou présentés dans ChatGPT, on peut les contourner et que finalement, ça va être très difficile de lutter contre ce sujet, d'autant plus que ChatGPT va pouvoir être utilisé par n'importe qui et qu'il ne va pas y avoir que ChatGPT, mais tout un tas d'autres outils, Bard, qui est le produit de Google, comme d'autres intelligences artificielles. Et là, vous avez la citation de recherches qui ont montré, à partir d'expérimentations, comment générer de la désinformation avec ces outils. Alors, je termine par, du coup, quoi faire donc là aussi, il y a quelques idées quand même dans la recherche qui sont avancées. Donc, vous voyez, des articles très, très récents. Acareal qui propose de mettre en avant des responsabilités un peu nouvelles avec cette IA générative en disant il faut qu'il y ait 3 types de responsabilités. D'une part, les développeurs. D'autre part, ceux qui déploient la technologie. Et enfin, l'utilisateur qui doit aussi avoir une responsabilité dans l'usage, voire jusqu'à la régulation. Yuan et Siddharth insistent sur un point très intéressant, me semble-t-il, qui est l'idée de créer un consortium autour de l'IA générative en général, enfin plus généralement, pour créer des gold standard datasets, c'est-à-dire avoir des datasets avec des standards sur lesquels les acteurs seraient d'accord pour ne pas avoir cette opacité sur les données qui entraînent les modèles d'IA générative, mais au contraire des datasets qui permettraient d'éviter un certain nombre de dérives de ces modèles. Alors, l'IA Act, dans tout ça, et la régulation européenne,
Évidemment, l'IA Act est en discussion aujourd'hui, probablement mise en place en 2024. Eh bien, cette IA Act est très discutée dans le domaine de la recherche en disant oui, c'est intéressant parce que probablement ChatGPT fera partie des high risk applications, mais qu'est-ce qui va être mis en place ou pas pour l'instant, on ne sait pas. Et puis, vous avez des auteurs comme Akereal qui effectivement disent toutes les régulations aujourd'hui autour de l'IA ou des données ou du numérique en Europe, eh bien, ça va être compliqué avec ChatGPT. Sur l'application du GDPR, le règlement européen sur les données, en tout cas, sur ce que fait OpenAI, ça va être compliqué puisqu'il y a toute une partie qui n'est pas visible, qui n'est pas transparente, et puis il y a la partie attaque dont nous a parlé Régis. Sur le DSA, je rappelle que nous avons fait une grande conférence pour ceux que ça intéresse sur le DSA qui est accessible sur notre site. On fait une conférence en janvier, le Digital Services Act, qui vise à lutter contre la désinformation et à ouvrir les données des plateformes numériques, de réseaux sociaux en particulier. Eh bien, il y a évidemment moins d'actions liées au DSA sur des choses comme WhatsApp et Telegram. Donc, on va pouvoir utiliser ChatGPT sur d'autres supports que les supports classiques. Et donc, ça va créer des dérives. Et puis, sur l'IA Act plus spécifiquement, basé, je le rappelle, sur du risk management. Donc, il y a 3 types de systèmes, des systèmes à haut risque, middle risk et puis des systèmes qui seront acceptés sans problème. Eh bien, il va y avoir également des différences énormes entre eh bien, les développeurs qui vont essayer de comprendre, de passer du temps sur l'application de cette loi, et puis d'autres entreprises qui vont aller très, très vite en compliquant la technologie et ChatGPT. Et puis, cette idée très intéressante du fait que dans l'IA Act tel qu'il est discuté aujourd'hui, il y a un certain nombre d'applications à haut risque qui auront moins de contraintes s'il y a une garantie humaine ou si une organisation ou un humain est considéré comme responsable de la technologie. Et donc, il se peut que eh bien, un certain nombre d'acteurs à but là, négatif utilisent cette exception pour tamponner une garantie humaine sur une application de ChatGPT, mais évidemment sans que ça change quoi que ce soit. Donc, voilà, je pense qu'il y a toute une partie qui va être très, très intéressante. Et donc, pour terminer, donc, Akereal, ce papier est très intéressant parce qu'il propose des régulations spécifiques, ou en tout cas des éléments à discuter dans la régulation spécifique à ChatGPT, notamment des obligations de transparence, du risk management systématique, des stratégies de non-discrimination dans les données d'entraînement, et puis tout ce qui concerne la modération des contenus, qui est une question spécifique, qui est traitée par le DSA, mais avec tout un tas de contraintes sur cette technologie ChatGPT. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 18h30. Cette synthèse que l'on a faite et cette analyse de la littérature à base, encore une fois, d'articles non pas théoriques, mais d'articles qui ont expérimenté ChatGPT, nous en avons fait un rapport qui est en train d'être finalisé, qui sera publié au mois de juin. Et puis, on va également en écrire un article de recherche. Nous avons également un travail en cours dans Goodiltech sur ChatGPT et le domaine du recrutement, du hiring, qui pose aussi un certain nombre de questions. Et enfin, dernier travail que l'on mène au sein de Goodintech. Nous avons un partenariat avec l'Obvia au Canada. L'Obvia, c'est l'Observatoire de l'impact de l'IA sur la société. Et nous avons travaillé depuis 2 mois un rapport avec les membres de l'Obvia sur ChatGPT, qui est encore une fois des chercheurs pluridisciplinaires. Et ce rapport va sortir également au mois de juin. Donc, on le mettra sur notre site et vous pourrez également, bien sûr, y accéder. Et pour terminer, nous lançons toute une série de webinaires et de conférences autour de Generative AI auxquels, bien sûr, vous serez conviés. Donc, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc,
Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde le Q&A. Donc, on peut prendre les questions pour toutes les personnes, hein. Alors, il y a des questions. Oui, peut-être. Est-ce que Ilias, il y avait une question sur les questions de sustainability? Comment fait-on pour traiter un peu ce sujet? Est-ce que, enfin, tous les trois, est-ce que vous avez peut-être des suggestions ou euh, l'auteur parle de Sustainable Generative AI. Est-ce que vous pensez que ça va se développer? Ouais, personnellement, je pense que comme on avait vu pour le cloud, du Sustainable Cloud, on te dit, bah voilà, la footprint, elle est négative parce que même si il y a derrière des machines qui tournent, leur chaleur, elle est réutilisée pour générer de l'énergie ou des arbres sont plantés, etc. Donc déjà, de la même façon qu'on a vu le cloud vert, on peut voir du generative AI vert. Une autre façon de penser à la sustainability aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il me fallait tant d'énergie pour faire un task. Demain, il me faut moins d'énergie. Donc, c'est assez difficile de répondre à la question aujourd'hui, mais c'est les deux pistes, moi, personnellement, que j'ai. Oui, c'est l'amélioration du système versus effectivement l'impact. Est-ce que Mm. Régis et Jean-Marie, vous voulez intervenir sur cette question? Hum, Non? Disons que je ne vais peut-être pas répondre, je vais rebondir plutôt sur la réponse d'Ilias. Je pense que le développement et l'accélération autour de ChatGPT vient aussi de la puissance de calcul des microprocesseurs, notamment les nouveaux processeurs GPU NVIDIA. C'est ce qui fait que ChatGPT évolue et sera sans doute moins énergivore qu'avant. Alors je réponds, voilà, je rebondis, je réponds à une autre question enfin, je réagis aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, Christine, sur l'impact énergétique, écologique de ChatGPT. Et pour rebondir aussi sur l'impact écologique, nous avons fait des mesures. Chez CGI, nous avons une communauté numérique responsable. Et nous avons fait des mesures du code généré par ChatGPT. Alors, si ChatGPT sait générer du code, il est très mauvais en informatique, puisqu'il génère du code qui fonctionne, mais qui va être énergivore aussi, pour compléter. Jean-Marie, peut-être sur les questions de régulation, de label, de qualité de l'IA, il y avait des questions dans la partie questions et réponses. Est-ce qu'il va y avoir des labels du Generative AI? Est-ce qu'il va y avoir voilà, des questions de labellisation? Comment on peut Ouais. aborder ce sujet? Sur les questions de labellisation, je ne pense pas que l'IA génératif soit si différent de l'IA traditionnelle sur les questions de labellisation. Alors évidemment, les catégories sont un petit peu différentes, les méthodes sont différentes, mais l'idée de la labellisation, c'est soit on labellise le process de développement de l'IA, là ça s'appelle l'IA génératif, et ce process-là, il a quelques différences, mais ça reste un process qui implique des personnes, des machines, des acteurs extérieurs, donc ce sont des choses qu'on peut labelliser. Et ensuite, il y a le travail de labellisation, mais non pas du process, mais de l'outil final, qui est un logiciel. Et là aussi, on a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Alors, les critères peuvent varier. Enfin, la seule véritable différence par rapport à l'IA traditionnelle, c'est qu'on donne plus de marge de manœuvre à l'utilisateur, puisque l'utilisateur peut requêter l'information de manière très variée. Et donc, il y a une vraie question de responsabilité. Ça, je pense que ça, c'est différent par rapport à l'IA plus traditionnelle, parce que la responsabilité, elle est beaucoup plus disparate. Mais par contre, sur la labellisation, ça reste le même process. Voilà, je ne sais pas si vous voulez répondre à l'une ou l'autre encore des questions qui sont dans le Q&A. On a dépassé déjà le temps, sinon on va clore le webinaire. Régis, Ilias, Oui, Marie. Christine, je crois qu'il y a une question pour toi. N'y a-t-il pas un biais par rapport aux opportunités si vous avez focalisé sur les incidents et Oui, sur la désinformation?
Alors, la désinformation, merci Régis. La désinformation, ça fait partie des thèmes l'on étudie dans Good in Tech. Hein, c'est dans l'axe 1 sur données, algorithmes et sociétés. On travaille sur l'IA et sur la désinformation. Et aujourd'hui, on voit bien que les deux sujets sont connexes, hein, et se mélangent. Pour nous, c'est très intéressant parce que c'est pluridisciplinaire. Hein. Il y a des aspects très techniques dans la désinformation et puis des aspects d'impact sociétaux. Donc, dans ma présentation, j'ai commencé par les opportunités et simplement, après, je me suis intéressée aux risques sociétaux parce que le webinaire aujourd'hui avait pour but de montrer toutes les opportunités et en pratique, Régis, Ilias et Jean-Marie ont montré toutes les opportunités et donc, l'idée, c'était de répondre aussi à ces questions qui sont des questions d'éthique, hein, d'impact sociétaux de ChatGPT, qui soit absolument majeur. Et donc, ce n'est pas du tout un biais de ma présentation. L'idée, c'est et c'est ce qu'on met bien dans le rapport que l'on va publier, c'est ces opportunités possibles, hein, et puis ces questions qu'il faut adresser pour que ces technologies puissent être implémentées. Parce que si on n'adresse pas ces questions, eh bien, ChatGPT risque de poser quand même de nombreux problèmes, et l'IA générative a de nombreux problèmes sociétaux et environnementaux. Et donc, l'idée, nous, dans Good in Tech, hein, c'est aussi de faire avancer ces sujets de comment on peut travailler à améliorer les systèmes, c'est pour ça qu'on s'appelle Good in Tech, à améliorer les systèmes pour pouvoir avoir des technologies sur lesquelles on a des garanties d'impact les plus faibles en termes d'impact négatif sur la société et sur l'environnement. Ça fait partie aujourd'hui des gros débats sur ChatGPT. Et juste un petit point sur la désinformation, pour vous dire que ça n'est pas un petit sujet. Le G7 à Hiroshima, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais a mentionné et a affirmé plutôt que la désinformation devient un risque totalement systémique pour toutes nos démocraties et va soutenir un certain nombre d'initiatives autour de la désinformation. Est-ce que Régis, Ilias et Jean-Marie, vous voulez un petit mot de la fin? Régis? Non? Non, c'est à suivre, effectivement. ChatGPT est prometteur. C'est une IA générative parmi d'autres. Hein, donc, il faut voir comment ça peut évoluer. Et sans doute qu'il y aura d'autres IA qui vont remplacer ChatGPT à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est combiner ChatGPT avec d'autres innovations. Enfin, moi, je vois avec ma casquette de directeur innovation, où on peut imaginer utiliser ChatGPT avec d'autres technologies, pourquoi pas dans le métaverse ou autre, par exemple, faire des projections, et ça peut apporter beaucoup de valeur pour l'humanité. Donc, effectivement, ça vaut le coup de se poser les questions aujourd'hui sur les garde-fous et de suivre un petit peu comment ça va évoluer avec les autorités de régulation de l'IA. Merci Régis. Ilias? Ouais, deux points. Donc, premier point, je pense que comme toutes les autres technologies, donc Internet, ça fait du plagiat, ça fait de la désinformation, etc. Il y aura toujours du bon et du mauvais. Donc, Good in Tech. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de vous parler de tout ça, mais de vous dire aussi qu'il y a des défis, des challenges. Donc, j'espère que ça va inspirer quelques-uns d'entre vous. Et pour les gens qui sont plus intéressés par la partie développement, ce que vous voyez, en fait, c'est que ChatGPT, par exemple, c'est que on va dire la face de l'iceberg, la partie supérieure de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup de travail de développement à faire pour vraiment rendre ces systèmes beaucoup plus safe, plus utiles, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie. Sur le mot de la fin. Bah, moi, là-dessus, sur la régulation de l'IA, je pense qu'il y a un vrai travail aussi à faire dans la partie outillage, où en fait, là, aujourd'hui, on est un peu dépassé parce que la technologie a fait pas mal de progrès, mais de l'autre côté, les personnes qui travaillent sur les garde-fous ont aussi fait pas mal de progrès. Hein. La littérature académique est vraiment énorme sur ce sujet-là, et les outils, ben, il y en a toutes les semaines. Donc voilà, c'est aussi regarder un peu ce que fait du côté de l'outillage.
Merci beaucoup. Donc, on va conclure. Donc, moi, je vous ai dit la vision de Good in Tech, c'est qu'on va travailler. Pour nous, c'est un sujet extraordinaire. Voilà, c'est un sujet où il y a une technologie avec des impacts sociétaux. Et donc, on va continuer notre travail sur cette technologie. On va essayer d'apporter des connaissances, des recherches, de travailler avec un certain nombre d'acteurs sur ces sujets. Et donc, ce premier webinaire n'est que le premier d'un cycle de différents webinaires sur ChatGPT et l'IA générative en général. Et peut-être je mentionne un sujet qui me semble quand même important là-dessus, comme sur la désinformation d'ailleurs, c'est le sujet de l'éducation. Je pense qu'il faut démystifier ces technologies, il faut les expliquer, il faut comprendre les opportunités comme les risques et essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, merci à tous les participants. Donc, on avait beaucoup d'inscrits, un peu moins de présents, mais la vidéo sera sur notre chaîne YouTube. Et donc, j'enverrai à tous les participants le lien de la vidéo pour que vous puissiez la partager également. Donc, merci aux participants, merci à nos intervenants. Et à bientôt donc, pour d'autres travaux, d'autres événements, d'autres webinaires Good in Tech. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.